premier zoom sur Josiane Balasco, qui en est l'une des grandes prêtresses, actrice, auteure et réalisatrice de temps en temps. Oui. Face à elle aussi, l'un des grands adeptes de ce café-théâtre, c'est Thierry Lhermitte, physique de rêve, qui fait rêver beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut avancer un petit peu, là? Je vais demander à Bertrand Tobet, qui est en haut, pour qu'on voit les yeux, ces yeux de Lhermitte, alors. Voilà, je sais qu'on est en train de faire plaisir beaucoup. Et il paraît qu'il a des expressions particulières selon les moments. Alors, là, bon, Thierry Lhermitte aussi, bon, acteur avec d'autres passions. Je suis heureux de vous accueillir tous les deux. Il y a d'autres représentants, hein. Il y a Junio, etc., oui. etc. Bon. Vous étiez combien au départ, finalement, là, l'équipe? Au départ, on est 7, Sept. comme les 7 nains. Comme Comme les 7 piliers de la sagesse, c'est un chiffre magique. Et qui était Blanche-Neige? Il y avait des... Il y avait de plusieurs blanches. Il y avait Ils se sont plusieurs. succédés, oui. Bon, je disais consécration. Ça fait combien d'années, finalement, ce café-théâtre? Ça fait 15 ans. 15 ans. Qu'on se connaît, entre 10 15 Oui. ans à peu près. Vous plus, un peu? Vous étiez à l'école ensemble? Ouais. Ouais. J'étais au lycée avec Junio et Clavier et Blanc. Ah oui, d'accord. Voilà. Les profs devaient passer de bons moments. Voilà, c'est pour vous dire. Bon. Alors, on va en parler de toute cette aventure du café-théâtre tout à l'heure, parce que Dieu sait qu'il y a un certain nombre de questions que j'ai à vous poser. Mais on va parler tout de suite d'entrée du dernier bébé, Josiane, qui est donc Nuit d'ivresse. Nuit d'ivresse qui est une adaptation cinématographique de votre pièce, qui a tenu la scène à Paris, au Splendide Saint-Martin, avec des interprétations différentes. Vous l'avez joué tous les deux? Tous les deux, avant, il y a eu Michel Blanc a commencé avec Josiane, je lui ai succédé, et ensuite c'est Gérard Jugnot et Victoria Abril qui ont terminé. Ce qui fait que la pièce s'est jouée pendant 1 an, sans interruption. Alors, je vais pas téléphoner à Junio, je voulais lui demander ce qu'il pensait de ne pas avoir fait le film, mais enfin, on va pas se mettre la zizanie. Alors, c'est pas si évident que ça de faire une adaptation d'une pièce. Ça pose certains écueils. Hein. Oui, celle-là, c'était pas évident du tout, parce que quand on a dit qu'on voulait en faire un film, bon, c'est Thierry qui a eu l'idée d'en faire un film. Un jour, il m'a dit, si on continuait l'aventure et on en faisait un film, et je me dis, mais ah bon, je vois pas ça du tout en film. C'est une pièce à 2 personnages, il y avait un troisième rôle secondaire avec 2 décors. C'était vraiment une pièce. Et quand on a dit qu'on allait faire un film, les gens n'étaient pas du tout convaincus. Mais pas du tout. Ils se demandaient comment on allait faire. Pourquoi vous avez senti que la mayonnaise cinématographique pouvait prendre? Moi, ça m'a pas effrayé qu'il n'y ait que 2 personnages. C'est pas le premier film, il y a 50 000 films à 2 personnages. D'autant qu'il y avait eu d'autres adaptations du café-théâtre, de la scène au cinéma. Ça ne me faisait pas peur, mais surtout ce qui se passait, c'est qu'on avait répété. On avait passé donc 1 mois de répétition, on avait joué depuis 1 mois. Et au début d'une pièce, avant que s'installe non pas la routine, mais qu'on découvre d'autres choses, on est tellement dans le monde des personnages. En plus, dans cette pièce, je raconte beaucoup de choses qui se sont passées avant, dans la première partie et dans la deuxième partie, là, je raconte cette nuit d'ivresse. Tout ça était très visuel. J'imaginais tellement les gens dont on parlait, etc. Ce personnage me touchait tellement, cette histoire entre les deux m'émeuvait tellement que je me suis dit, mais pourquoi? Il y a tout pour faire, il y a de l'émotion et du rire, il y a tout pour faire un film. Vous avez bien fait de le faire, bon, on s'amuse beaucoup. Alors, on va donner le thème. Je vais le donner, puis vous apporterez les petits compléments, parce qu'on peut tout oublier. D'ailleurs, c'est très simple à donner. C'est une star de la télévision, Thierry Lhermitte, qui présente un jeu qui s'appelle la main dans le sac. L'affaire est dans le sac. L'affaire est dans le sac. La main dans le sac. C'est un bon jeu aussi. C'est un autre jeu. J'aurais pu dire sac de nœuds. Oui, c'est la prochaine émission de Thierry Lhermitte, Jacques Belin. Bon, alors c'est une star de TV qui est plutôt finalement sympa. Il y en a des plus odieuses, d'après ce que j'ai entendu dire, et qui vient de recevoir une récompense qui couronne sa courtoisie, etc. Bon, alors il fait ça avec un copain, ils boivent beaucoup, ils sont dans un bar à Paris. Il attend d'ailleurs sa petite camarade, sa petite amie, qui elle est une star de télévision, mais actrice. Elle. Mais actrice, oui. Ça existe des stars de télévision qui sont actrices. Bon, très bien. Et puis, il rencontre une paumée qui est Fred, c'est-à-dire Josiane Balasco. Alors elle sort de prison. Elle sort de prison et elle va à Metz. Oui, elle a été en prison par un concours de circonstances, il faut dire que... C'est-à-dire qu'elle aurait eu un bon avocat, elle aurait été acquittée, je crois. Oui, elle va à Metz et non pas à Cannes ou à Nice. Enfin, non, elle va chez sa sœur. Elle va chez sa sœur. Alors, ces personnages qui, théoriquement, n'ont rien à se dire, qui ne devraient jamais se rencontrer, entre lesquels il n'y a aucune affinité, eh bien, l'alcool aidant, vont passer une nuit extérieure, hein, j'entends bien. Sûr. Une nuit. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que Fred, mon personnage, ne sait pas que Jacques Belin est une vedette. Oui.
et donc est absolument insensible à sa célébrité, puisque dans sa prison, elle n'avait pas la télé. Et il ne va pas pouvoir jouer de son pouvoir, disons, médiatique sur elle. Vous croyez que les gens qui font de la TV ont un pouvoir médiatique sur les femmes? Oh, je crois, oui. Ah bon? Bon, alors... Ah bon, ah bon. Alors, oui, c'est vrai qu'il est inconnu, là. Très bien. Alors, c'est donc par ses propres moyens, son propre charme, L'Oréal, qui va essayer qui va se passer plein de choses. Bon, on ne va pas tout raconter, seulement tout ça est mené à un train assez fort, je trouve. Alors, avec des scènes, le rencontre de son président de chaîne, qui est un des moments que j'adore, avec des incursions dans des bistrots, notamment un bistrot arabe, qui est aussi un très très grand moment, moi, qui m'a fait beaucoup rire. Quant à la suite de l'histoire, simplement une clé, c'est que il va l'emmener en fin de nuit chez elle, après bien des aventures, et puis il va se réveiller le matin, et à quel homme ce n'est pas arrivé, ça, levez le doigt, il va se souvenir de rien du tout après cette cuite mémorable. Hein. Je crois qu'on arrête là. Ah, je crois que c'est bien, oui. C'est bien, hein, on arrête Oui. là. Bon, alors... Ce qui frappe dans ce film, comme dans tout ce qui émane du café-théâtre, c'est d'abord le langage. Les situations, évidemment, sont comiques, mais le dialogue est formidable. Et je crois que c'est c'est l'apport essentiel, je trouve, du café-théâtre, la modification du langage comique, qui a changé complètement de registre. Est-ce que vous vous en rendez compte, vous pas, non? Si, je crois, mais d'abord, je crois qu'on a apporté effectivement une manière de parler qui nous est propre, hein, parce que ça nous arrive aussi de parler comme ça dans la vie. C'est pour ça qu'on le met dans nos films. Mais je ne crois pas qu'on ait créé un fait nouveau en apportant ce langage populaire, parce que ça existait. Ça existait. Quand on voit les films d'avant-guerre, les films de Carnet, Prévert, il y avait un langage comme ça qui était un langage peut-être moins cru que maintenant, mais qui était savoureux et qu'on a effectivement un peu perdu avec l'arrivée de la nouvelle vague. Et pour des comédiens, et comme on est avant tout des comédiens et qu'on s'est écrit des rôles pour prendre notre plaisir de comédien, le langage, enfin la manière de s'exprimer de cette façon avec des images colorées, comme ça, c'est un très grand plaisir. Si je peux ajouter quelque chose que Josiane ne veut pas dire, c'est que, en l'occurrence, dans ce film, les dialogues sont de Josiane. Oui, tout. Et que si y a quelque chose qui est vraiment de Josiane dans les films qu'on a tournés au point de vue qui est vraiment caractéristique, c'est les dialogues, parce que dans ce qu'elle a écrit, ce que Josiane a écrit par elle-même, les dialogues sont absolument extraordinaires, et comme acteur, c'est un plaisir de pouvoir dire des répliques oui, j'allais vous infernales. demander le plaisir du mot à Oui. dire, ou de la phrase. Ce sont des répliques infernales qui sont à dire. Alors moi, il y a une chose que j'ai beaucoup appréciée. Vous savez que c'est quand même un métier qui manque d'humilité, ce monde du cinéma. Je trouve bien que vous ayez eu l'humilité, Josiane, en étant l'auteur de cette nuit d'ivresse et l'interprète principal avec Thierry, de choisir quelqu'un pour réaliser. Je trouve que c'est bien de l'avoir fait, d'autant que vous avez eu la main heureuse. Il faut nous parler de ce garçon en 2 mots. On a cherché longtemps un metteur en scène. Parce qu'il faut quand même, c'est pas facile au milieu d'une équipe comme vous, que ça soit un type quelque part qui soit de la famille pour avoir le regard. Et qui n'ait pas peur de nous. Oui. Parce que on est très prenant, comment dire, on est très envahissant comme ça. Et on avait cherché pendant quelque temps des metteurs en scène qui soit n'étaient pas libres, soit avaient un petit peu peur de s'engager dans un film pareil avec nous, soit n'avaient pas envie. Et puis un jour, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire? Et on entend parler par nos époux et épouses respectives d'un court-métrage qui s'appelait Dialogue de sourds. Et la femme de Thierry dit à Thierry, il faut absolument que tu ailles voir ça. Et mon mari me dit, il faut absolument que tu ailles voir ce court-métrage parce que ce type est formidable, c'est lui qu'il vous faut. Alors bon, on se dit un court-métrage, bon, on avait un petit peu peur. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup de courts-métrages quand j'étais réalisatrice. On sélectionne des courts-métrages et c'est vrai, des courts-métrages comiques, il n'y en a pratiquement pas. Et quand il y en a, c'est pas toujours évident. Et donc, on est allé voir ce court-métrage en projection privée où il y avait très peu de gens. Il durait 9 minutes. Et pendant 9 minutes, c'était un régal de drôlerie, de comique, de rythme. Oui, bien sûr. Et ce type s'appelle Bernard Noër. Bernard Noër. Il a 30 ans. N-A-U-E-R. On entendra parler Il a encore. 30 ans. Il a 30 ans. Oui, alors il s'est inscrit comme ça dans la famille tout de suite. Parce que finalement, c'est vrai que vous êtes une caste quand même, là, hein, toute l'équipe. Il faut quand même comprendre les non-dits entre vous, toute la complicité qui vous unit depuis des années. C'est vrai, ça représente quand même beaucoup de gens quand on dit le café-théâtre. Ce n'est pas que le Splendide, c'est-à-dire pas que Michel Blanc, Junio, Clavier, nous. Il y a tellement de gens finalement qui ont gravité il y a 15 ans autour de
qui ont été de cette époque-là, qui ont fait tout ce qui était nouveau à ce moment-là. Ça veut dire Coluche, ça veut dire Gérard Lanvin, ça veut dire Miu Miu, ça veut dire Patrick Devers, ça veut dire tout ce monde-là. Hein. Lavanant, les gens oublient, Anémone. Mais tout le monde se connaissait, tout le monde faisait ça, donc c'est pas un petit groupe tout d'un coup qui est arrivé, c'est surtout une époque qui a permis l'éclosion de tout ça. C'est un mouvement. Tiens, puisqu'on y est, allons-y. Oui. En fait, c'est né d'une nécessité, tout bêtement. Il fallait jouer. Il fallait jouer. Alors la nécessité, c'était de trouver où jouer. Alors on a commencé, dans des cafés-théâtres, c'est-à-dire dans des endroits, des espèces de cafés où les patrons nous payaient très peu pour qu'on vienne jouer devant des gens qui consommaient. Et puis on a construit nos propres théâtres après, en se disant qu'on pouvait autant le faire nous-mêmes. Un premier théâtre, un deuxième théâtre, c'est ce que le Café de la Gare avait fait. Moi j'étais au lycée quand le Café de la Gare a eu sa grande époque en 68, 69, 70. Ouais. Et je suis allé voir ça et avec Junio, clavier blanc, on s'est dit c'est ça qu'on veut faire, ça on veut le faire. Les gens roulaient par terre de rire, il y avait de la queue tous les soirs, c'était extraordinaire. On a dit, ça a démarré très vite, voilà. Ça a démarré tout de suite. Oui, ça a démarré très vite. Ça a vraiment été et ça a démarré avec les étudiants. C'est vraiment les étudiants, Charlie Hebdo qui nous a beaucoup aidés, qui faisait des critiques, et les mecs arrivaient avec Charlie Hebdo sous le bras, et c'était très rapide. Oui. C'est quand même, vous êtes offert quand même un petit album de souvenirs dont les photos ne sont pas près de jaunir. Hein. Non. Oui, ça, moi, c'est des souvenirs merveilleux. Moi, toutes ces années-là, j'en ai d'autres, Dieu merci, mais toutes ces années-là, c'est des souvenirs merveilleux. La construction des théâtres, qui a été un cauchemar pour certains, pour moi, c'est des souvenirs merveilleux. Non, mais attendez, parce que je sais que ça en fait rêver plus d'un de l'autre côté de la caméra, parce que, ils rêvent aussi cette aventure, etc. Mais construire un théâtre, avoir un théâtre, il fallait bien de l'argent. Où vous trouviez l'argent, là ? On l'empruntait, tout le monde avait demandé à droite à gauche, et les gens qui y prêtaient, c'était tous ceux qu'on a cités, et d'autres, et les parents de certains, et Rochefort, et Coluche, enfin tout ça. Mais ça coûtait pas très cher, ça coûtait surtout de l'huile de coude, plus que tout. Et puis la confiance, ils nous ont fait confiance. Ouais. Mais je crois, ce qui était vraiment une école formidable, c'est que ces cafés-théâtres, c'était des endroits très inconfortables. Donc, il ne fallait pas que les gens s'aperçoivent qu'ils étaient assis sur des bancs où ils avaient mal aux fesses au bout d'un quart d'heure. Donc, la meilleure façon pour qu'ils s'en aperçoivent pas, il fallait les tenir en haleine tout le temps. Et c'est vrai que si on commence dans un théâtre très confortable, avec des fauteuils où on peut s'endormir facilement, on aurait peut-être eu tendance à se disperser. Là, on avait le rythme, on n'avait pas de décor, donc il fallait bien, c'était nous en première ligne, il fallait aller avec du rythme, que les gens soient là, vraiment pris tout le temps, sans s'apercevoir que l'endroit était terrible. Ouais. Le premier théâtre où on a joué, qu'on n'avait pas construit, s'appelait la Candelaria, c'était à l'Odéon, où Josiane y a joué également. On a joué un premier spectacle avec Clavier Junio, qui s'appelait non, je vais craquer. Et au-dessus, il y avait un restaurant de paella sud-américaine et des flamenco, castagnettes et compagnie. On entendait très bien ce qui se passait en haut. Le patron chantait Guantanamera, Yo no soy marinero. Et en dessous, il fallait assurer, il fallait hurler et avoir un rythme d'enfer. Bon, alors c'est un petit peu de là que vient notre frénésie. Oui. On n'avait pas le temps de se recueillir, disons, avant, pour se mettre en forme. Il fallait y aller tout de suite, quoi. Nombre de personnes. Est-ce qu'il y avait un très grand brassage sociologique de milieux sociaux ? Bon, Coluche, vous, Josiane, vous venez de milieux populaires, d'autres aussi. Thierry, vous êtes plutôt étiqueté famille bourgeoise. Ouais. D'ailleurs, il y a des trucs marrants dans les bios. Moi, j'adore lire les bios parce que... Alors, sur la vôtre, il y a écrit « était super doué en maths, aurait pu devenir un physicien, un ingénieur ». Vous étiez un fort en thème, là ? En mathématiques, oui. Je voulais faire ça, je voulais être mathématicien. Ça a dû faire plaisir chez vous quand vous avez raconté que vous fréquentiez... Ils étaient enchantés. Enchantés. Alors, Josiane, vous dites, moi, je vivais un bistrot, vos parents. Oui. Alors, bon, alors nuit d'ivresse, ça me connaît parce que le milieu éthylique, je connais ça par cœur. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je connais l'univers des bistrots, c'est un univers formidable, où il se passe des tas de choses tout le temps. Alors racontez-moi, quand vous avez vu ce jeune bourgeois arriver dans cette équipe, il était gadé, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a vu arriver. Ah bon ? Oui, racontez-moi ça. C'est lui qui m'a vu arriver. Je crois que c'est même toi qui m'as demandé de venir remplacer Valérie Mérès. Ah, Valérie Mérès. Voilà, qui partait de tourner au cinéma. Et t'as le brassage sentimentaux également. Oui. Ah ouais. À cette époque-là, bien entendu. Enfin, je vous inviterai pour la prochaine émission, très tard, à 2h du matin, la nuit de la Saint-Jean. On se racontera ça. Alors, formation, Josiane, vous êtes passé
chez Tania Balachova. Balachova, qui était un prof mais extraordinaire. avant d'avoir commencé le café-théâtre? Bien sûr, oui, bien avant. sûr. Mais on a fait des classes, parce que souvent les gens ont l'impression que le café-théâtre, on a débarqué comme ça, on ne savait pas jouer, on a décidé d'improviser, que ça s'est passé très vite. Bon, on a trouvé une scène, on est monté dessus, on l'a construite et hop, on a joué. On est tous passés, enfin tous les membres de notre équipe, sont passés par des cours, par un trajet assez classique. Oui. Vous étiez chez Tila Shelton. Moi, je suis allé un petit peu chez Balachova. C'est là où on s'est rencontrés. Je suis allé chez Tila Shelton et en fait, on prenait des cours et en même temps, on écrivait, on faisait le théâtre. Donc, on a commencé c'est très bien de dire que vous êtes passé quand même par les cours, hein, parce Oui. que c'est vrai que beaucoup de gens se disent « Ah, mais c'était spontané ». Ah non, on a étudié les textes classiques, oui, en vers, du Molière, des Racine. J'ai essayé de jouer Phèdre. Voilà. J'ai fait rire, non c'est vrai, en plus j'étais furieuse parce que je voulais pas faire rire. Bon, alors par exemple, les années ont passé, le succès est venu, quoique avec tout de même des choses très frappantes que vous évoquiez, je vous entendais sur une radio pas plus tard qu'il y a quelques jours. En fait, on ne vous a pas tellement récupéré les uns et les autres. On va d'abord parler de Thierry, puis après de vous, je veux dire. Le système, je veux dire, les productions habituelles ne vous ont pas tellement récupéré. Vous, Thierry, si, quand même, peut-être un peu plus. Donc, mais il n'y a jamais eu de tentative d'exploitation, le jeune premier, la belle gueule à la Giraudot, etc., etc. C'est vous qui avez refusé, ou on s'est dit non, il est trop marqué par les rôles comiques? Comment c'est? Non, bah écoutez, vous savez, j'ai fait, avec des rôles principaux, j'ai fait 16 films. Tu vois, c'est mon 16e film. Alors, ça veut dire que j'ai fait des films sérieux, des films pas sérieux et tout ça. Au début, après Les Bronzés, qui était le premier film pour nous tous, où on avait des rôles importants, on me prenait un petit peu pour le Géo que j'interprétais dans Les Bronzés, c'est-à-dire qu'on m'a proposé de faire des choses. J'étais le beau mec, l'abruti de Géo, quoi, faut bien dire. Alors c'est drôle parce que Les Bronzés, il y avait un tiers de gens qui trouvaient que c'était drôle de se moquer de ça, un tiers qui trouvait que c'était absolument ridicule de penser que c'était vraiment bien de jouer ce genre de rôle, et puis un tiers qui trouvait vraiment, qui comprenait l'humour qu'il y avait dedans. Alors on a essayé ça, mais moi il se trouve que j'étais moi très mal à l'aise dans cet emploi de séducteur au premier degré. Tout simplement, j'aurais bien aimé, à vrai dire, franchement. Si tout d'un coup une carrière énorme s'était ouverte devant moi parce que j'avais ça en moi, de faire au premier degré ces choses-là, je l'aurais fait bien volontiers, mais moi je ne pouvais pas. Il y a un film dans lequel vous avez dû souffrir dans cet emploi, c'était le film La femme de mon pote. Oui. Ah, oui, bon. C'est vrai. Bon, même s'il y avait Coluche, mais enfin, quel intérêt pour vous? Honnêtement, j'ai souffert dans ce film-là. Non pas que Blier écrive ça, loin de là, mais là, le problème était que j'ai eu tellement de mal à rentrer dans l'univers de Blier, me sentant très mal à l'aise entre le cul entre deux chaises, justement, à cause de ça, que je ne savais pas le faire. Bon. Et je ne sais pas me trouver par rapport à ces archétypes de beau mec, machin, etc. Moi, je suis tout ça à la fois. Et j'ai eu l'impression, justement, que dans Nuit d'ivresse, je pouvais jouer ce beau mec qui est un présentateur de télévision, etc., et faire toutes les folies qui me plaisaient, que j'ai pu faire sur scène, et qui nous font rire, Josiane et moi, et faire des têtes, etc., et aller jusqu'au bout de ce jeu-là, et ça, c'est moi aussi. Bon. Alors, Michel Blanc me racontait, et le dit d'ailleurs même après tenue de soirée, où on lui a quand même offert autre chose que ce qu'il écrivait, ce qu'il fabriquait pour lui, là, rendons hommage à Blier quand même. Finalement, les uns et les autres, on ne vous sollicite pas tellement, on commande peut-être, on vous demanderait des scénarios, des choses comme ça, mais comme acteur ou comme actrice, c'est pas la grande ruée. Hein, Non, mais le problème est qu'on écrit très peu de comédies. Pour les femmes, les rôles sont encore plus rares. La preuve, le nombre de comédiennes stars qui reviennent sur scène, qui font un retour sur scène cette année, parce que justement, il y a une pénurie de rôles intéressants pour les femmes. Et pour moi, à plus forte raison, parce que j'ai décidé, avec un physique qui n'était pas un physique de premier rôle, de faire des premiers rôles. Et bon, ça, c'est quelque chose dont je suis fière. Oui, je comprends bien. Mais donc c'est assez dur d'écrire pour moi, parce que les gens aussi m'ont mis dans une étiquette comme ça, elle peut faire que ce genre de rôle. Et puis aussi, les hommes n'écrivent pas de rôle intéressant pour les femmes actuellement, enfin, ou très peu. Oui, et donc, puis ils se disent, elle sait tellement bien se servir elle-même, alors que je pense que toute actrice, toute comédienne a envie peut-être de servir un texte qui n'est pas le sien et d'être désiré aussi. Bien sûr, ça m'est arrivé dans plusieurs films. De faire d'un texte qui n'est pas de moi. Et je n'y touche pas en plus. Je crois justement parce que je suis auteur, je suis quelqu'un de très respectueux du texte des autres. Sauf quand effectivement la comédienne ne peut pas le jouer. Et je pars du principe que lorsque un comédien
Là, c'est mon expérience de metteur en scène, quand j'ai fait au théâtre ou au cinéma, qui me l'a appris. Quand un comédien n'arrive pas à jouer une scène, quand un comédien qui est réputé pour être un bon comédien n'arrive pas à jouer une scène, n'arrive pas à dire un texte, c'est tout simplement que le texte est mauvais ou que la scène est mal écrite. Et surtout, il y a de la part des metteurs en scène et des auteurs de cinéma une... Grande panurgite. Pardon ? Une grande panurgite. Oui, c'est-à-dire qu'on a du mal à changer. On a du mal à changer un mot. C'est écrit, c'est du béton. Et moi, pas du tout. Quand au théâtre, si un comédien trouve quelque chose de plus drôle que ce que j'ai écrit, je suis la première à dire vas-y, et ça me fait rire. Et j'ai aucune, comme ça, un orgueil d'auteur absolu. Il faut pas bouger une virgule. Oui. Alors je comprends très bien que vous ayez envie tout à coup d'aller chez quelqu'un d'autre, d'oublier tout le background café-théâtre, et puis d'être simplement le serviteur d'un texte, etc. Mais quand même, c'est formidable. Vous êtes actrice, vous êtes auteur, et vous avez réalisé. Oui. Sac-de-Nœuds, c'était. Oui, ça, je pense que c'est pas fini, ça reviendra. Oui, je pense aussi, oui. Là, on est complètement, là, on tient tout. Oui, mais je crois pas qu'on puisse tout tenir à la fois. C'est-à-dire que si je réalise un autre film, je jouerai pas dedans. Parce que c'est très très dur Ça, je comprends. de faire les deux. C'est très dur. Le boulot de metteur en scène est un boulot qui est excessivement dur. Je crois que c'est le boulot le plus pénible dans le cinéma. C'est un boulot de chien. C'est un boulot de chien. On a tout sur le dos. On a une responsabilité énorme, et si en plus il faut jouer la comédie, donc être totalement disponible sans le regard du metteur en scène, puisque c'est soi-même, c'est assez difficile. Bon, alors certains d'entre vous quand même ont été pris ailleurs. Il y a l'expérience de Blanc avec Blier, mais il n'y en a pas tellement, hein, il n'y en a pas 150. Lavanant commence aussi à travailler dans des films, etc. Il y a eu évidemment l'exemple de Coluche. Alors ça, Claude Berry nous en a beaucoup parlé quand il a fait Ciao Pantin. Et puis, je crois que ça n'enlève rien. Mais je crois que l'expérience de Coluche, c'est Claude qui a décidé. C'est un producteur qui avait les moyens de faire des films, qui a décidé que Michel valait la peine d'être pris comme vedette de cinéma, d'être, disons, montré comme vedette de cinéma. Oui, alors avec des dangers quand même dans la carrière de Coluche cinématographique, c'est qu'il y a eu des films où on se demandait ce qu'il faisait, que ce soit Dagobert ou que ce soit le dernier film de Rizzi, et que c'est vrai qu'il ne s'insérait pas finalement dans ces normes comiques-là. Oui, ce qu'il disait toujours, Michel, c'est que il disait oui, on me reproche mes deux bides, mais il avait fait 7 ou 8 films qui avaient dépassé les 600 ou 700 000 entrées. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il était dans un autre registre qui ne correspondait pas. C'est ce que je voulais dire. Mais je crois que le Fou de guerre, par exemple, il avait très très envie de le faire. Oui. Bon, alors, finalement, est-ce que vous avez l'impression que vous avez fait, de par ce langage, de par tout ce que vous avez apporté, vous avez fait sauter des verrous d'une société finalement très crispée en 15 ans? Quel est le bilan là-dessus? Je ne sais pas si on a fait sauter des verrous. En tout cas, nous, ça ne nous empêche pas d'ouvrir des portes, quoi. De continuer à ouvrir des portes, et parce que ça nous plaît, et sans tenir compte de mode ou de vagues. Moi, je peux vous dire qu'il y a un moment où, c'est pas à nous de le dire probablement ça, mais je peux vous dire qu'il y a un moment, j'ai eu l'impression que quelque chose avait changé, qu'on était vraiment dans l'époque. C'est quand j'ai relu Le Père Noël, avant de le jouer sur scène. On l'avait écrit peut-être 6 ou 8 mois auparavant. J'ai relu Le Père Noël, j'ai pleuré de rire à chaque page, et je me suis dit, mais c'est une catastrophe, ça va faire rire 15 personnes de nos amis, et un point c'est tout. Et je me suis dit ça en commençant les répétitions. Et jusqu'à la fin des répétitions, en roulant par terre de rire tous les jours, mais en me disant ça. Et puis, à la première, les gens ont pleuré de rire, et ça a été un succès énorme, et au cinéma, etc. Et là, je me suis dit, tiens, on doit être vraiment dans l'époque, parce que c'est quand même très particulier. Oui, oui. C'est des choses de très spéciales, ce qui fait rire dans Le Père Noël. En dehors des quelques gags qu'il y a, c'est très particulier, quoi. Et je me suis dit à ce moment-là, ah, tiens, on doit être dans l'époque, parce que si on fait rire avec ça, c'est que ça doit être juste, quoi. Bon, mais alors, finalement, la récupération s'est faite d'une autre façon peut-être plus subtile. C'est que vous avez, on considère que c'était un épiphénomène. Bon, les branchés allaient au café-théâtre, etc., etc. Mais que sur le fond, les dynamitéros que vous étiez les uns et les autres, à travers les textes, à travers les situations, finalement, les gens, le conformisme est égal. Vous ne le croyez pas? Je crois qu'on ne peut pas en parler maintenant. C'est trop tôt. Moi, je crois qu'on parlait de conformisme pour nous. Pas pour vous, mais l'environnement. L'environnement, ah oui, l'environnement est très très conformiste, ça c'est sûr. Et nous, on essaye justement, enfin on fait ce qu'on a envie de faire. Je ne me dis pas il faut combattre le conformisme, simplement il y a un certain nombre de choses qui m'agacent, donc je n'en tiens pas compte.
Oui, qu'est-ce qui vous agace beaucoup? qui Je vous trouve très BCBG sur ce plateau. Très raisonnable. On est en Suisse. Non, allez-y. Non, qu'est-ce qui vous agace beaucoup? Oh, ce qui m'agace beaucoup, non, mais vous savez, Thierry va vous dire que je suis du genre Don Quichotte à me battre contre les moulins. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire d'un seul coup à avoir une grande des tirades violentes contre un sujet apparemment futile et contre lequel je ne pourrais rien. Et ça le fait rire quand je commence à lui dire ça, j'aime pas, je comprends pas. Alors bon, c'est vrai qu'on vit une période de conformisme. Non, je l'avais déjà dit, dans le conformisme dans la musique, dans le design, dans beaucoup de choses. Toutes les voitures se ressemblent, voilà, j'ai entendu. oui, j'ai dit toutes les voitures se ressemblent, mais ça va vrai, plus loin. d'ailleurs. Ça va plus loin. La mode, par exemple. La mode de printemps, il y a des créateurs qui se réunissent, tous, et qui décident quel tissu on va utiliser, quelle couleur on va utiliser pour la mode de 87 ou de 88. Donc, d'un seul coup, dans tous les magasins du Sentier, qui est le centre de grossistes à Paris, des prêt-à-porter, on voit du rouge. Et tous les magasins vendent du rouge, ou alors tous les magasins vendent du jaune. Donc, il y a une concertation pour inonder notre univers d'une même chose. Oui. Pour que en fin de compte, tout se ressemble. C'est une fantastique normalisation. Oui. Hein. Et Mais même, ça vient de quoi, vous pensez? ça vient, je crois que c'est parce que ça vient peut-être d'un problème économique. C'est comme ça, du problème de teinture, par exemple, pour le tissu rouge. Ouais. Vous ressentez ça, Thierry, aussi, vous? Oui, peut-être pas aussi violemment. Vous savez, quand on parle de récupération et tout, j'en sais rien. Moi, je peux vous dire qu'on essaye tous, on a peut-être changé, mais on essaye tous de faire ce qui nous plaît. Cette année, écoutez, ça fait 1 an qu'on vit avec Nuit d'ivresse. Oui. J'ai refusé un nombre important de films. Je me suis dit, maintenant, je fais que ce qui me plaît, un point final. Ça a commencé en septembre dernier. Moi, j'ai pas refusé de film. Parce que j'ai Moi, pas les j'en ai yeux bleus. refusé beaucoup. Et je me suis dit, ça me passionne. Nuit d'ivresse me passionne. C'est ce que j'aime. Je ne pense pas qu'il y ait de critères de succès ou de pas de succès. Je me suis tellement trompé dans les deux sens, quoi, que je dis, maintenant, ça suffit. Je fais juste ça. Et Nuit d'ivresse, on a fait la pièce, l'adaptation, le film, la sortie. Et maintenant, on en est récompensé. Et c'est l'avenir qui dit tiens, ça c'était différent, ça a marché, ça a marqué l'époque ou pas. Une question que j'ai oublié de vous poser. Les producteurs se sont intéressés très vite à cette équipe qui brûlait les planches pour le cinéma. Ça a été assez rapide? Oui, très. C'est-à-dire que dès le Amour, coquillage et crustacés, qui a été notre premier spectacle qui a vraiment marché au Splendide et qui était le premier qui soit vraiment abouti, Yves Rousserroir, qui est un producteur donc, qui avait produit aussi Emmanuel, qui était un gros succès, est venu nous voir. Et qui aime les bateaux. Ouais. Voilà, est venu nous voir et nous a dit ça m'intéresse, écrivez-moi un scénario, mais sans nous proposer de jouer dedans. C'était ça, hein, je crois. Il nous avait proposé au départ d'écrire un scénario parce qu'il avait vu nos pièces, etc. Et ensuite, quand il a vu Amour, coquillage et crustacés, il s'est dit personne n'a jamais fait de film sur le club, allons-y, film sur le club. Donc ça a été relativement vite pour l'équipe en tout cas. Et puis en fait, les premiers qui ont commencé à travailler en dehors de nous, c'est Junio. Ce qui lui a valu une grande jalousie de ceux qui restaient dans le monde. Ah oui, mais Coluche, lui, c'est parti plus vite que... Mais Coluche, c'est différent parce qu'il n'a pas fait partie vraiment de notre équipe. Coluche a toujours été un chef de bande, alors que nous étions une bande sans aucun chef. On dit que vous êtes aussi un peu chef de bande, vous, c'est vrai? Oh non. Non? Non, pas du tout? Non, pas du tout. Non. Non, non, je suis pas chef de bande. Michel était chef de bande et il fallait qu'il ait des mecs en dessous de lui qui fermaient leur gueule. Hein. C'était ça quand même. Alors que nous, Cela dit, je le précise, dit avec beaucoup de tendresse, car il y a une grande évidemment, amitié vous... Si je me permets de parler comme ça de Michel, si je me permets de parler comme ça de Michel, c'est parce que je l'aimais bien. Et alors que nous, il était hors de question que l'un d'entre nous dise à l'autre ta gueule. Et on a tenu uniquement, je crois qu'on est une des rares équipes de théâtre au monde à ne pas avoir de chef ni occulte ni officiel. Et c'est pour ça qu'on a tenu aussi longtemps et qu'on est toujours copains. Ah oui, c'est ça. Vous voyez en dehors, naturellement, des obligations du secteur professionnel, les uns et les autres. L'amitié a survécu. Hein. Et Dieu sait que dans un métier comme celui-là, il y a 1000 occasions pour donner des coups de canif dans l'amitié, avec les sensibilités des uns et des autres. Ça, c'est quand même Il arrive qu'on se fâche. Moi, je suis restée fâchée 1 an avec Blanc. Qu'est-ce qu'il avait fait, Blanc? Il avait refusé de jouer dans Les hommes préfèrent les grosses. Alors, c'est Régo qui a fait le rôle. Je suis restée 1 an fâchée avec lui. Enfin, c'était moi qui étais fâchée avec lui, c'est pas lui qui était fâché avec moi, je ne lui parlais pas. Et puis après, un jour, j'ai décroché mon téléphone et on s'est réconciliés. Vous avez refusé aussi un rôle
Coluche qui voulait jouer avec vous une histoire de... Oui, mais non, je voulais jouer, ça me plaisait pas. Ça vous plaisait pas? Ça me plaisait pas. Non, non. Et Coluche, c'est drôle, il nous disait, mais c'est pas possible, il faut un chef. Il faut un chef, c'est comme ça, il faut un chef. Il voyait pour lui, il se voyait assez bien d'ailleurs, mais il fallait un chef. Il Oui, disait, il non, non, lui. non, nous, on est tous chefs et il n'y a pas de chef. Mais ça ne marche pas, il faut un chef. Et tu sais qu'il m'en a parlé peu de temps avant sa mort. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas voulu travailler avec moi? Ça aurait été formidable, tu te rends compte, notre équipe et tout. Je dis, mais on n'a pas envie de chef, écoute, on serait tapé sur la gueule au bout de... Ouais. Et il voulait toujours aussi participer quand il y avait un film Ouais. entrant ou quelque chose, être dans le coup. Oui, hein. mais ça, c'était par sympathie. Comme nous, on aime faire ça aussi. C'est vrai que si... Bah, il y a un coup de chapeau, enfin gentil, de Junio. Junio et dans Avril Nuit qui d'ivresse, passe, c'est le qui clin passe, d'œil. oui, Voilà. c'est Et formidable. nous, on aime bien, c'est vrai, si un de nos copains tourne un film et qu'il y a un truc, un petit coucou à faire, on aime bien ça. Maintenant, je voudrais bien savoir qui a eu l'idée machiavélique de demander à ma consoeur et amie France Roche de jouer son rôle. Je crois que c'est les deux. Et je crois qu'on l'a vu Ensemble. ensemble. C'était à peu près dans la logique du film, de penser que le dandy d'or, ce présentateur qui a eu cette récompense, allait être interviewé par la personne qui était chargée de ça en général, éventuellement à la télévision française, à France Roche. Et puis Ouais. c'est un personnage, France Roche. Ah, nous sommes bien Je trouve d'accord. que c'est un personnage très sympathique, Et une grande professionnelle. qui fait très bien son métier, Tout à fait. qui est en plus très correct quand elle le fait, ce qui est rare souvent. Et donc on lui a demandé, et en plus elle a l'humour, parce que quand elle a un côté comme ça un peu vamp, Oui. que j'aime bien. Et quand on lui a demandé, on avait vraiment écrit le rôle en y allant très très doucement, en disant France Roche, point, elle fait son propre rôle, et puis elle le fait le plus simplement possible. Et c'est elle qui a rajouté plein de choses, c'est elle qui a rajouté des petits détails, des petites mimiques, des petits trucs comme ça, parce qu'elle a pris un vrai plaisir à tourner avec nous. Eh ben, alors, ce qu'il me semble, c'est que Thierry, vous gardez quand même une certaine distanciation, parce que ce métier peut complètement bouffer, on ne pense plus qu'à ça, on ne vit plus que pour ça, etc. Et on peut le comprendre d'ailleurs, parce que c'est exaltant. Mais alors, non, il y a des arrière-plans là. Il y a par exemple le bateau. Vous allez partir un tour du monde avec la famille avant de faire un film avec Arcadie. Absolument, je fais un film avec Arcadie qui s'appelle Le Dernier été à Tanger, Oui. qui est un polar magnifique qui se passe à Tanger en 56, et à la fin de cette année scolaire, entre guillemets, puisque je pars pour mes enfants, je pars en bateau et pendant un an. Bon, alors, comme ça, je veux dire, sans crainte, en disant, bon, bah, pendant ce temps, je ferai mon téléphone aux abonnés absents, sans avoir peur de dire, et en rentrant, pas du tout ce genre d'angoisse. Si, honnêtement, je peux me permettre ce genre de break parce que je sais qu'après, il y aura autre chose. Vous avez fait de la compétition au voile? Oui, j'ai fait Vous étiez la course de coéquipier, l'Europe, là, ouais, sur Jet Service avec Patrick Morvan. Oui, Ouais. oui. C'est vraiment le pied, ça? Oui, je dois dire, je suis vraiment heureux quand je monte sur un bateau, et je ne suis pas toujours heureux quand je monte sur un plateau de cinéma. Par contre, sur scène, et en l'occurrence dans Nuit d'ivresse, c'est un des grands moments de bonheur de ma carrière. C'est de vrai ma parce que vie. des fois, ils se croyaient sur un bateau. Ah bon? Oui. En tous les cas, n'investissez pas vos économies dans un film sur la voile, parce que ce qui a été fait jusqu'ici, les 40e rugissants qu'avait fait Ouais. Perrin, d'ailleurs, producteur courageux, ça a été un naufrage. Il semble que ça n'intéresse pas les gens. Il faut dire que sur un bateau, il ne se passe pas 150 choses à raconter sur un écran, étant donné que c'est tout à l'intérieur, que le type vit son aventure à lui. Oui, surtout particulièrement dans le cas des 40e rugissants, qui était une histoire passionnante, je crois, qui aurait pu être traitée de manière avec plus de suspense. mais bon. Quoique l'Ermite, Junio, Balasco et quelques autres sur un bateau. Oui, ben, hein? d'ailleurs, je vais aller rejoindre, j'avais dit au mois d'août. Au mois d'août, pour le traversée du canal du Midi. Voilà. Josiane, bon, il y a la vie familiale, Oui. sur laquelle nous n'allons pas épiloguer, car ça, c'est le domaine réservé de nos invités, c'est pas le thème de l'émission, qui compte évidemment. Vous avez cette distanciation, comme Thierry, de faire un break, parce qu'en disant, bah, tiens, j'ai Non. envie de partir avec la famille. Non. Non, j'arrive Vous êtes pas. complètement drogué par l'écriture. J'arrive pas à faire de break. Non? Ou alors de 5-6 jours. Ouais. En deux fois. Elle veut dire de 5-6 minutes. Ouais. C'est tout. Non, je suis droguée de mon travail. Puis le mot travail, c'est un mot qui est inadéquat Ouais. pour moi. Moi, c'est une passion. Mais vous êtes vivable dans les périodes d'écriture, tout ça, pour les gens qui font Ouais. partie de votre... hein, oui? Dans les périodes d'écriture, oui. Oui. Dans les périodes de promotion et de sortie de film, non. Mais vous êtes d'une humeur charmante Oui, aujourd'hui. mais avec vous, oui. Ah bon? Oui. Et ça vous arrive d'être désagréable avec les journalistes, là, de temps en temps? Quand ils sont désagréables avec moi, oui, mais non. Non, je suis quelqu'un assez sympa. Enfin, je veux dire, j'ai des rapports de travail, ils font leur métier, j'essaye de faire le mien. Et puis tant que ça se passe bien, tant qu'ils ne se conduisent pas mal, pas de raison.
Bon, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça sera la conclusion. Que faut-il faire pour que cette hémorragie de spectateurs, c'est à peu près constant à tous les cinémas du monde, s'arrête? Je sais bien qu'il faudrait boucler toutes les télévisions, c'est ce que vous alliez me répondre, mais je vous devance. Non, est-ce que vous ne croyez pas quand même que tout le monde dans ce métier doit faire des efforts, sans vouloir flatter le goût du public systématiquement avec des messieurs qui ont des mitrailleuses qui vont tuer tout le monde sur leur passage? Est-ce qu'il n'y a pas de la part des auteurs une réflexion et de ne pas vivre sans regarder quand même la coloration de l'air du temps qui se modifie? Mais je crois que les films qui doivent... On parle toujours de la crise du cinéma. Moi, depuis que je fais du cinéma, on parle de crise du cinéma et que ça va de plus en plus mal. Et pourtant, il y a des films qui continuent à sortir. On me dit tous les ans, il y en a moins. Mais enfin, il y a quand même tous les ans des films qui continuent à sortir. Certains qui sont d'énormes succès, parfois imprévisibles, comme 3 hommes et un couffin, Oui. comme Les Ripoux qui avait démarré très doucement, qui est devenu un énorme succès. Oui. Alors, je pense que quand un sujet touche les gens, de quelque manière que ce soit, les gens y vont. Et moi, je suis très optimiste, je ne crois pas trop à la crise, je pense que ça va s'arranger, obligé. Dernière question, si Coluche était vivant, sans faire parler les morts, je suis persuadé que dans une émission de radio ou dans une déclaration, il aurait trouvé pour aborder de façon dérisoire, avec la dérision, le grand problème qu'est le terrorisme en France, ce qui s'est passé. Est-ce que l'insolence qui a été l'un des traits de toute cette équipe que vous représentez sur ce plateau, se gomme au fil des années de la notoriété, ou est-ce qu'il y a encore ce fond d'insolence que... Je vois les réactions que je provoque, pas dans le public, mais de la part de certains journalistes, je me dis que non. Je me dis qu'on me trouve toujours vulgaire. C'est vrai, bon, donc ça c'est bon signe. C'est très bon signe. Je veux dire que je continue à choquer les gens qu'il faut choquer. Et c'est comme c'est eux qui fabriquent des opinions, plus ou moins. Je trouve ça bien. Le jour où on commencera à me donner des médailles en chocolat, je me dirais, mince, ça y est, tu vieillis, ma vieille. Vous savez, sur le terrorisme, bon, je crois que c'est pas le moment de faire un film parce que d'abord, ça ne nous fait pas rire, parce que c'est trop grave, mais c'était le film qu'on devait faire après le premier Bronzé. Ah oui. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Excusez-moi, je ne sais pas si on a encore le temps, mais Oui. on s'était dit, on nous proposait de faire la suite, de faire les Bronzés font du ski. Et nous, on voulait faire un film sur le terrorisme, qu'on avait déjà largement commencé à écrire. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et le matin de la sortie des Bronzés, on ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et on nous a dit, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez signer la suite tout de suite ou pas? Et on s'est dit, écoute, alors si on refuse de faire la suite, si ça se trouve, on ne pourra pas faire l'autre, enfin, hein. Et on a signé Les Bronzés font du ski, ce qui était une expérience amusante, mais... Qui ne nous apportait pas grand-chose. Qui ne nous apportait pas grand-chose, alors que de faire ce film sur le terrorisme qui était à mourir de rire, de ce qu'on imaginait en tout cas, et à cette époque où ça n'était pas encore très très grave, Oui. on prenait pas ça. C'était ça, et voilà, on a fait... Bon, il y a bien eu Papy fait de la résistance, bien des années après, il faut le dire, et c'est pas sûr que ça n'ait pas fait grincer quelque part. En tous les cas, regardez quand même ces espèces d'accélération que vous avez, ces regards sur la si joyeuse société dans laquelle nous vivons. Je rappelle que votre film, Nuit d'ivresse, est sur les écrans, un moment de rire, et je dois dire pour tout public, il n'y a pas de scène osée au sens érotique du terme. Non, non. Merci Josiane Balasco, merci Thierry Lhermitte.